Bonjour à tous, donc je suis Esteban Martinez-Querol. Si vous êtes arrivé hier, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de conférences sur l'IA, un peu comme si c'était le thème du moment. Vous avez une idée à peu près, ça représente quoi en termes de pourcentage sur les conférences qu'on a à Agile en Seine cette année, celles qui concernent l'IA, d'ailleurs en intégrant la keynote de clôture? 30%, 15%, 50%, 80%? Petite idée? Ouais, alors pas 50, mais on est quasiment à 40% de conférences qui parlent de l'IA. Donc l'idée, c'est de savoir finalement de quoi on parle quand on parle de l'IA, et l'idée de parler de la valorisation et de l'innovation au sein des grandes entreprises, ou en tout cas des entreprises qui essaient d'appliquer de l'agilité à l'échelle ou à grande échelle, c'est un petit peu ça l'objet en fait de la conférence. Donc de savoir qu'est-ce qui différencie, de quoi on parle quand on parle d'IA et comment on va adresser tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir en fait une petite démarche en 5 étapes. Donc rapidement une petite introduction, on va préciser ce que c'est l'IA véritablement. Est-ce qu'on en a une définition claire? De quoi on parle exactement? C'est quoi les approches que l'on a, les outils potentiellement que l'on a, les domaines que l'on couvre? Ensuite, on regardera comment l'IA en fait intervient au cœur véritablement des entreprises à grande échelle et de l'agilité à l'échelle quand on est au-delà d'une équipe, au-delà d'une Scrum Team ou de toutes ces équipes qui aujourd'hui utilisent d'ailleurs l'IA. Certaines conférences l'abordent. Après, on regardera un petit peu comment les experts en parlent. Quand je parle d'experts, j'ai fait un choix peut-être assez subjectif d'identifier 2-3 experts. Les grands experts, donc ceux qui créent les tendances, les structures comme Gartner, Forrester ou HBR, un petit peu quel est leur point de vue. Ensuite, ce que pensent notamment les co-signataires du manifeste Agile de l'IA aujourd'hui. Certains sont exprimés publiquement, d'autres pas directement, mais en tout cas tous ont un avis par rapport à l'arrivée et à l'ère de l'IA. Et enfin, comment les grandes structures, les grands frameworks, que ce soit Safe, que ce soit Less, que ce soit Scrum at Scale, que ce soit Unfix, comment ils réagissent par rapport à l'IA. Ensuite, on va voir que l'IA, c'est clairement un produit pour l'innovation, enfin c'est une partie qui va permettre l'innovation produit. Et sur cette partie d'innovation produit, on va retrouver énormément de sujets. Enfin, on regardera les différents défis que l'on va avoir et les bonnes pratiques que l'on peut mettre en place. Donc l'IA, c'est clairement un outil stratégique. C'est un outil stratégique qui va couvrir aujourd'hui soit l'accélération de l'innovation. On va avoir énormément d'opportunités d'innovation grâce à l'IA. On va avoir également des prises de décision qui vont être optimisées parce qu'on va avoir une rationalisation de la masse de data, de la masse d'informations qui est capable d'être analysée, que ce soit par les IA ou que ce soit par les humains par la suite. Et enfin, une réactivité qui est accrue avec une meilleure compétitivité, un meilleur positionnement et une accélération dans toutes les parties de l'entreprise. Vas-y, je t'en prie. Alors, quand on parle d'IA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un ensemble assez finalement hétérogène. On va parler véritablement d'intelligence artificielle avec tous les outils qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension. On va parler de traduction, on va parler de robots, on va parler de la même manière de système expert. C'est une couche en amont qui permet d'appréhender l'intelligence artificielle. Ensuite, si on rentre à l'intérieur, vous avez tous entendu parler, et certaines conférences l'abordent, les LLM ou ChatGPT ou tous ces outils que vous allez pouvoir utiliser. On va commencer à parler de machine learning. Ce sont véritablement des systèmes qui permettent d'améliorer l'expérience, de comprendre l'expérience, d'aller chercher l'expérience. On va avoir notamment, et de temps en temps je me référerai à ma tablette parce qu'il y a quand même beaucoup de choses derrière, différentes manières de travailler. On a ce qu'on appelle le supervisé, le non supervisé, le renforcement. Des manières d'analyse sont totalement différentes. On va ensuite parler de tout ce qui va concerner dans ce machine learning des approches qui sont plutôt très connues des statisticiens, avec des approches qui vont permettre d'identifier des biais ou au contraire d'appliquer un certain nombre de biais. Donc on va travailler vraiment sur une approche très statistique. Enfin, quand on rentre à l'intérieur du machine learning, on va utiliser à la fois les réseaux de neurones et le deep learning. Là, c'est des choix. Il y avait d'autres manières de pouvoir adresser ces sujets-là jusqu'à présent. Et là, depuis notamment l'arrivée des LLM et avec ChatGPT en l'occurrence, on a commencé à travailler sur des réseaux de neurones. On a commencé à travailler sur du deep learning qui nous permettent d'adresser totalement différemment. L'idée derrière, c'est véritablement d'avoir une notion de prédictibilité. On veut avoir des éléments prédictifs. On veut réduire un certain nombre de choix. Donc ça, c'est vraiment l'image que l'on peut avoir aujourd'hui de l'IA. Donc de quoi on parle quand on parle d'IA. Et nous, ce qu'on va regarder majoritairement, c'est le machine learning. Et à l'intérieur du machine learning, comment on pourra utiliser différents réseaux de neurones ou du deep learning pour adresser les sujets.
Donc, on va regarder 4 thèmes. Quand j'ai préparé la conférence, je me suis demandé comment finalement adresser l'IA dans l'entreprise. Est-ce qu'on le prend par les frameworks, à la fois avec des frameworks qui vont le décomposer d'une certaine manière, comme peut le faire Safe par exemple, avec la partie Essential, la partie des trains, la Large Solution, le portefeuille. Quelle était la bonne manière de l'adresser? Et finalement, ce qui recouvre à peu près tous les frameworks et qui permet d'être totalement agnostique, c'est ces 4 thèmes. En fait, l'IA, elle va permettre une optimisation des flux de travail, on le verra un peu en détail, et la prise de décision en temps réel. Elle va permettre une amélioration de la prévisibilité et de la planification stratégique. Là aussi, on le raccrochera à certains modèles. On va avoir une automatisation des tâches répétitives. Là, vous l'avez déjà eu dans certaines conférences et vous l'aurez encore aujourd'hui dans des conférences quand on zoome sur des rôles particuliers, comment on peut améliorer le rôle d'un product owner, le rôle d'un scrum master. Et enfin, un alignement stratégique et une transparence. Et là, on reviendra également sur la manière dont on peut travailler par rapport aux valeurs, que ce soit aux valeurs ou aux principes du manifeste agile ou aux valeurs ou aux principes que l'on peut retrouver chez Safe ou dans Scrum de la même manière. Donc, si on va dans le détail de l'optimisation des flux de travail, l'IA, clairement, elle va améliorer le processus. Elle va clairement améliorer le processus en fournissant beaucoup plus de données. Donc, on va se retrouver avec des algorithmes qui vont nous permettre d'optimiser, que ce soit des décisions à prendre, que ce soit des réductions, des optimisations d'options que l'on va aller chercher. Pour vous donner des exemples très concrets d'utilisation de ce que nous, on peut faire aujourd'hui, vous avez tous, j'imagine, eu l'occasion de travailler sur des ateliers de résolution de problèmes. Vous avez à la fois un diagramme d'Ishikawa, vous avez différents travaux à mener et vous avez surtout une temporalité qui est nécessaire parce qu'un atelier de résolution de problèmes, pour ceux qui travaillent dans le cadre de Safe, vous avez un Inspect and Adapt. Cet Inspect and Adapt est timé, donc vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Aujourd'hui, avec des outils de type LLM, vous pouvez simplement capter finalement ce qui a été produit en termes de post-it et en ayant créé un algorithme, redonner finalement le plan d'action que vous pourrez réintégrer dans un backlog d'amélioration. Donc ça, c'est la manière dont véritablement on peut le faire. De la même manière, on peut avoir une meilleure analyse de la livraison, des délais de livraison ou alors même de la capacité. C'est-à-dire qu'en analysant la manière dont une équipe ou un train travaille, que ce soit en termes d'allocation capacitaire, que ce soit sur de la maintenance, sur de la production de nouvelles fonctionnalités, sur de la réduction de dettes techniques, vous avez la possibilité de projeter et finalement de voir comment votre équipe peut être au meilleur niveau. Vous devez tous connaître la fameuse approche par rapport à Tuckman. Vous savez où en est votre entreprise et d'ailleurs identifier les points déclencheurs, un peu les tipping points qui permettraient de passer de telle à telle partie. En termes d'amélioration de la prévisibilité, les modèles d'IA, en fait, ils vont avoir un impact en termes de changement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des frameworks, que ce soit Unfix, que ce soit Safe, que ce soit Less, que ce soit Scrum at Scale. À peu près tous en ont parlé. Certains le mettent directement sur leur site, s'expriment. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on est capable d'adresser toutes les couches finalement, que ce soit les couches au niveau des équipes, que ce soit les interdépendances entre les équipes, que ce soit la manière de traiter des problématiques liées aux dépendances entre les fonctionnalités, entre les stories, entre les équipes, entre les trains. Et même au niveau du LPM, du Lean Portfolio Management, aujourd'hui, avec les outils de type LLM, on a la capacité de travailler sur l'optimisation de la gestion de flux, voire tout simplement d'identifier quelles sont les bonnes déclinaisons des initiatives qu'on peut identifier. Hier, Renaud Chevalier a fait une présentation très intéressante sur la manière dont on pouvait travailler sur la partie qu'on appelle le value stream, mais on pourrait aller encore bien plus loin tout simplement en intégrant du contexte d'entreprise. La seule limite aujourd'hui que l'on va avoir, c'est effectivement l'information qui est propre à votre entreprise, qui n'est pas forcément disponible sur Internet. Et encore que, puisque pour la plupart des entreprises, il y a quand même, notamment dans les données financières, énormément d'informations déjà disponibles. Et aujourd'hui, toutes les connexions des nouveaux LLM, notamment de ChatGPT, mais c'est le cas aussi de Gemini, de Perplexity, sont capables d'aller chercher de l'information beaucoup plus spécifique. La troisième partie, c'est l'automatisation des tâches répétitives. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, vous le connaissez. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Vous avez quasiment un top 5 aujourd'hui des outils de test qui permettent de créer finalement véritablement tout ce qu'on appelle le test-driven development, le behavior-driven development et qui permettent finalement en très peu de temps de créer des cas. Aujourd'hui, vous pouvez partir de quelques post-it dans un story mapping et en l'espace d'une grosse demi-heure, 1 heure, vous avez quasiment l'ensemble de votre story mapping qui est fait avec l'ensemble des user stories rédigés et des critères d'acceptation tout à fait pertinentes. Là aussi, comme le précisait Renaud hier sur la partie value stream, et donc c'est totalement vrai sur la partie plus détaillée,
80% de ce que va vous générer le LLM est à peu près cohérent. La limite, effectivement, ça va être l'aspect contexte ou sur des sujets, notamment parce que vous utilisez tel type d'outil X-ray de testing par rapport à un autre. Ça, ce sera la limite, puisqu'encore une fois, tous les biais que l'outil va vous donner, j'aime à dire que si vous voulez avoir la bonne réponse de la part de l'outil, posez-lui la bonne question. Si à un moment donné, vous trouvez que l'intelligence artificielle, ou j'appellerais ça l'intelligence augmentée, n'est pas suffisamment pertinente, c'est peut-être que c'est votre question qui n'est pas assez pertinente ou précise. C'est pas l'inverse. Lui, en fait, ne fait que vous renvoyer un miroir de ce que vous avez essayé de mettre en place. Donc, les chatbots intelligents, on va retrouver énormément de choses aujourd'hui. Là aussi, avec des systèmes, notamment c'est le cas dans la notion de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, ou dans l'apprentissage, ça vous parle les apprentissages supervisés, non supervisés par renforcement à tout le monde? Plus ou moins, je dis 2 mots dessus, et ceux qui ont hoché la tête, vous me corrigez si je dis des bêtises. Supervisé, c'est tout simplement qu'en fait, on a déjà un point d'entrée, on a un label de sortie, et en fait, l'outil sait vers où il va aller. C'est-à-dire, il a déjà une idée, vous lui dites, trouve l'image d'un chat, on lui montre ce que c'est un chat, il va trouver le chat. Voilà. Le non supervisé, c'est qu'on va le laisser chercher. En fait, on va le laisser chercher, et lui va essayer de trouver des points on va dire, de cohérence par rapport à une image. Et le renforcement qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'essai-erreur, mais surtout avec le fait qu'à chaque fois qu'il trouve quelque chose de positif, il a une forme de reward, il a une forme en fait de promotion, il a un score qui s'améliore. Aujourd'hui, la majeure partie des systèmes sont par le renforcement avec d'autres éléments encore plus, on va dire, complexes aujourd'hui, notamment au niveau du deep learning, mais c'est vraiment ces démarches-là qui vont vous intéresser, et sur les chatbots, c'est exactement ça. La dernière partie, c'est l'alignement stratégique et la transparence. Alors, transparence, c'est très intéressant. J'ai choisi ce mot parce qu'on le retrouve à peu près dans tous les frameworks, et qu'on soit au niveau tout simplement des modèles ou des frameworks comme Scrum, qui concernent une équipe, ou qu'on soit au niveau de SAFe, qui va comprendre la totalité de l'entreprise, la business agility. En fait, l'IA va permettre de véritablement révéler ce que, quelquefois, on ne veut pas voir. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement envoyer un backlog Jira, un backlog Monday, un backlog ce que vous voulez dans l'outil, et lui va être capable de vous mettre en évidence les défaillances, les faiblesses de votre backlog. Donc en fait, il va révéler les difficultés. Vous allez lui envoyer des diagrammes que vous ne savez pas forcément analyser, et comme le disait peut-être à juste titre hier, là aussi dans les différentes conférences, les coachs agiles, 80% aujourd'hui de ce que l'on voit fait par un coach agile, l'outil peut le faire. Ça veut dire qu'il y a 20 ou 10% quand même supplémentaires que va apporter la connaissance de chacun. Mais oui, 80 voire 90%, et certains co-signataires, j'en parlerai tout à l'heure du manifeste agile, avaient un petit peu aujourd'hui des appréhensions à utiliser les outils de type ChatGPT, et ils se sont confortés dans le fait que oui, c'était finalement une réticence compréhensible, parce qu'en réalité, une bonne partie de ce que l'on fait est tout à fait faisable par des outils aujourd'hui, beaucoup plus rapidement et de manière plus exhaustive. Pas forcément plus fiable, puisque c'est toute la limite, mais en tout cas plus exhaustive. Alors, sur les perspectives d'experts, on va passer rapidement juste sur cette première slide, je vous laisserai la regarder, si je t'en prie. Donc, en fait, globalement, ça ne nous apprend rien aujourd'hui. C'était intéressant il y a globalement 2 ans, quand le Hype Cycle est sorti de Gartner, pour nous dire que l'IA générative serait extrêmement mise en avant. Donc, c'est le cas, c'est mis en avant. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans les entreprises, et on va vite retomber dans le Hype Cycle sur une phase de déception. C'est que beaucoup d'entreprises ont décidé de développer leur propre GPT, mais on se rend compte aujourd'hui que pour qu'un GPT fonctionne, il faut qu'il soit alimenté. Et on n'a pas forcément assez de data pour l'alimenter. Donc, il y a pas mal de budgets qui sont partis sur l'IA qui vont sûrement s'arrêter, tout simplement parce que c'est un gros travail d'alimentation. Forrester, lui, mettait en avant plutôt des pourcentages, des pratiques sur la manière dont pouvoir de l'efficacité opérationnelle et de l'innovation. Donc ça, aujourd'hui, on commence à avoir des statistiques, on voit ce qui fonctionne. Donc, il y a pas mal d'endroits dans lesquels ça fonctionne très bien. On a des environnements dans lesquels on va dire, la pertinence de l'utilisation n'est pas si marquée que ça. Enfin, Harvard Business Review a lui recommandé de se concentrer sur l'expérience client. Et on voit qu'aujourd'hui, alors on parle beaucoup de l'IT, mais en réalité, l'IA n'est pas fondamentalement, majoritairement dans l'IT. En fait, il est plutôt utilisé dans le marketing, dans les campagnes juridiques, dans tout ce qui va concerner l'expérience client, voire la création, la personnalisation des offres, notamment en récupérant du feedback et différents retours clients. Donc l'IA, c'est un peu la face, on va dire, visible de l'iceberg, mais il y a plein d'autres choses qui fonctionnent dessous, qui sont aussi très intéressantes. Je vous ai proposé ensuite d'avoir une vision un peu plus justement par rapport au manifeste agile. Donc on a 2 slides et j'ai fait un petit peu le tour des signataires, des co-signataires du manifeste agile. Donc on en a quelques-uns qui sont exprimés, pas tant que ça finalement.
On a notamment Alistair Cockburn qui lui s'est exprimé sur l'IA, a fait une très belle vidéo. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai tous les liens de la conférence, et qui est très intéressante sur la manière d'appréhender finalement l'IA et comment on pouvait l'utiliser. Vous avez deux autres personnes qui travaillent plutôt sur la partie XP qui eux aussi se sont exprimés sur l'utilisation de l'IA. On a une autre personne dans l'environnement de l'agilité qui est Henrik Neiberg, qui a fait une très belle vidéo que je vous invite à voir, un peu sur le format de PO in a nutshell. C'est de la même manière, donc là c'est plutôt l'IA in a nutshell. Et en fait, on va avoir la manière dont on appréhende. Ce qui ressort globalement, c'est pour les co-signataires du manifeste agile, c'est d'être capable de conserver finalement un équilibre entre l'IA et l'interaction humaine. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est bien l'humain qui utilise, et on utilise de plus en plus aujourd'hui l'humain augmenté, ou le Scrum Master augmenté, ou le PO augmenté, ou ce que vous voulez augmenter grâce à l'IA, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est à côté de vous et qui va vous donner une compréhension. On va avoir par contre une évolution des rôles. On va avoir de moins en moins des équipes qui vont être dans du développement pur. On va plutôt avoir des gens qui vont superviser un développement fait par une IA. On va avoir un changement dans le rôle du Scrum Master qui va être plutôt à accompagner également, et pareil pour un Product Owner. Donc, on a plutôt une évolution des rôles. Enfin, un des points qui ressort dans la position de ces co-signataires, c'est l'agilité préservée. L'IA, elle doit permettre cette fameuse flexibilité et une adaptabilité des équipes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé un petit peu ce que fait Tesla aujourd'hui dans le monde de la production et quelle est la durée d'un sprint chez Tesla. Ça vous parle? Tesla, oui, j'imagine. La durée d'un sprint. Habituellement, un sprint, on dit quoi? 15 jours? Pour certains, 3 semaines. Chez Tesla aujourd'hui, un sprint, ça dure 5 heures. D'accord? Ça dure 5 heures et à la fin des 5 heures, il y a un rapport automatique qui est généré, qui réintègre directement des améliorations en termes de backlog. Et là, on parle en plus de chaîne de production. Donc, on est vraiment dans la partie lean agile, quasiment plus proche du lean que de l'agile, puisqu'encore une fois, derrière, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des travaux sur du hardware, sur des capteurs permettant d'aller vers les véhicules autonomes. D'accord? Donc, aujourd'hui, les sprints chez Tesla, c'est 5 heures. On parlait pendant un moment donné 4 heures, non, c'est 5 heures si vous allez un peu sur Internet, mais en tout cas, par rapport à nos 10 jours de travail, on est quand même sur quelque chose de différent. Vas-y, je t'en prie. Les 3 derniers éléments des signataires, du co-signataire du manifeste agile, c'est la gestion du feedback. Et ça, vous pouvez faire le test tout simplement vous-même. Si vous êtes Scrum Master ou Agiliste ou Manager, faites le test, faites une réunion avec vos collaborateurs, avec vos équipiers, avec qui vous voulez. Notez un maximum d'éléments et demandez au LLM de manière totalement anonymisée, ils n'ont pas besoin de connaître les prénoms des personnes, hein, et vous lui demandez d'identifier les signaux faibles. Aujourd'hui, une grosse partie des gestions de conflits, moi en ayant 2 casquettes, je travaille donc avec Digital Tango sur tout ce qui est transformation agile et digitale, et je suis aussi coach professionnel. Et j'utilise depuis plus d'1 an, dans le cadre de mes coachings professionnels de performance, les outils de LLM pour identifier les signaux faibles. C'est-à-dire notamment ce qu'on appelle dans les coachings professionnels les demandes cachées. Et en fait, c'est totalement révélateur. Et moi, je joue la transparence avec mes coachés en disant j'utilise ce type d'outil. Mais encore une fois, je reste sur une anonymisation. De toute façon, de vous à moi, le LLM, il n'a pas du tout besoin d'avoir les informations sur votre société. Peut-être que d'autres, oui, mais pas le LLM. Le LLM vous donnera une information tout à fait pertinente sans cela. Transparence et confiance. Donc, les fameuses décisions doivent rester compréhensibles. Et là aussi, c'est tout l'intérêt du LLM. Aujourd'hui, on parle beaucoup de langage naturel. Le LLM, non seulement vous pouvez lui parler, aujourd'hui, les dernières versions de ChatGPT, par exemple, vous pouvez converser véritablement avec, vous lui parlez et il va vous répondre. Et de la même manière, vous allez avoir donc cette notion d'humain, d'humanité qui va rester. En fait, dans l'évolution des pratiques, on voit qu'il y a des évolutions qui se mettent en place, que ce soit au niveau, donc je vous le disais, des développeurs, évidemment, avec beaucoup plus de facilité dans le développement, mais également dans les rôles de Scrum, de PO, où on va se retrouver avec tous ces éléments. Et pour les co-signataires du manifeste agile, l'idée, c'est vraiment de rester sur les 4 valeurs. Évidemment, les 12 principes, mais déjà sur les 4 valeurs. Vas-y, je t'en prie. Donc là, on va passer rapidement sur le moteur d'innovation par rapport au produit. Donc, on va, vas-y, je t'en prie. On va avoir en fait une accélération du cycle d'innovation. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, on est capable d'avoir des boucles de feedback beaucoup plus importantes. La mise en place, la structuration d'un MVP, la possibilité d'avoir des analyses prédictives, la prise en compte des tendances du marché ou des rythmes du marché. On va pouvoir l'intégrer très rapidement et on va pouvoir tester de manière quasi continue l'ensemble des retours que l'on a. Aujourd'hui, je vous parlais de la même manière. On parlait il y a quelques temps, pour ceux que ça parle un petit peu plus dans les notions de test, les A/B testing, les canary testing, tous ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a des sociétés, des plateformes, quasiment toutes les plateformes. On parle beaucoup de Netflix, mais toutes les autres plateformes le font de la même manière quand sur des plateformes vidéo ou tout simplement des sites de e-commerce. La plupart, en fait, ont véritablement des cycles de testing on va dire,
non même pas à la demande, mais en continu en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, automatiquement, ça génère toute une série de tests. Le deuxième élément intéressant sur le produit, c'est la personnalisation à grande échelle. En fait, l'idée, c'est d'avoir des outils qui vont vous permettre véritablement d'avoir une adaptation en temps réel. J'étais en Asie cet été, notamment du côté de la Malaisie, et en fait, vous avez dans des magasins la possibilité de regarder certains produits, certains vêtements, vous vous mettez face à une image, à un miroir, et tout simplement, vous mettant face à l'image en présentant le vêtement, il va vous le mettre dessus, et vous pouvez changer ensuite les couleurs et voir finalement ce que vous souhaitez avoir. Et ça, c'est vraiment en temps réel. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de jouer. Donc aujourd'hui, cette capacité notamment pour l'ordinateur de comprendre l'image et de la reprojeter, c'est un des éléments par rapport au Hype Cycle de Gartner qui est actuellement déjà d'actualité. Les recommandations intelligentes basées sur votre comportement. Là aussi, c'est intéressant dans nos métiers autour de l'agilité, c'est de voir comment vous devez réagir ou comment une situation de conflit, vous devriez réagir. Ben, vous pouvez tout simplement prendre votre cas, vous posez votre contexte, vous le demandez au LLM et vous lui dites, ben voilà, comment je devrais réagir. Et si vous voulez aller un peu plus loin, dites-lui à quelle population vous vous adressez. Quel est peut-être un peu l'historique de cette population. Et il va vous proposer des options, des manières de le faire. Et même entre vous, vous pouvez limite interagir. Hier, pour ceux qui ont suivi certaines conférences, pour les personnes qui aujourd'hui créent des GPT, souvent ils leur donnent un certain sens de l'humour, une certaine particularité. Donc vous, de la même manière, en fonction de comment vous allez l'alimenter, il va vous donner des informations. Dernier élément sur LLM intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il a la mémoire. C'est-à-dire que si vous lui parlez de quelque chose, une semaine plus tard, il se rappelle que vous lui avez parlé de quelque chose. Et vous pouvez tout simplement continuer de cette manière-là. Donc les expériences utilisateurs sur mesure grâce au machine learning, là aussi, vous définissez au départ quelle est l'expérience que vous voulez mesurer ou mettre en œuvre, et il va vous proposer des options et des solutions. Vas-y, je t'en prie. L'optimisation continue des produits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur des outils aujourd'hui et des LLM, notamment de l'IA qui apprend toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne se comporte plus exactement, on n'a aucune idée de la manière dont elle va se comporter. C'est plutôt que ça, en fait, qui fonctionne aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez les nouvelles théories, notamment la théorie de la conscience, qui est en cours actuellement, où on se demandait si effectivement, est-ce qu'une IA est consciente ou pas. Il faudrait déjà définir qu'est-ce qu'est la conscience, et on voit qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, les LLM apprennent d'eux-mêmes. Et donc, comme ils apprennent d'eux-mêmes, en fait, ils se posent des questions que nous-mêmes, on n'aurait pas forcément posées. Donc, sur les analyses ou l'apprentissage continu, il faut bien entrer dans une démarche d'entonnoir pour être sûr qu'il va répondre à ce que vous voulez. C'est pour ça que de temps en temps, on lui pose des questions et lui va nous donner en fait des éléments probables. Absolument pas réels, mais tout à fait probables. Si vous lui demandez, est-ce qu'il y a par exemple un philosophe arabe qui aurait conversé avec un philosophe français au XVIe ou au XVIIe siècle, même si ce philosophe n'existe pas, il va identifier des philosophes qui auraient pu peut-être à ce moment-là converser. Et il peut même vous générer les communications entre les deux. Donc c'est à vous à enlever tout ce qu'on appelle les hallucinations, les biais, mais c'est vous qui décidez de les enlever. Dont l'importance dans vos prompts, on parlait hier des prompts engineering notamment, d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Je t'en prie, vas-y, hein, tu peux directement. Donc aujourd'hui, les grands défis que l'on voit dans la mise en place de l'IA, c'est clairement une résistance au changement. C'est vraiment la base, donc pour tous ceux qui avaient des connaissances autour du change, que ce soit Kotter ou toutes les autres, on va dire théories autour du changement, c'est vraiment cette résistance au changement. Donc l'idée, c'est pas de dire il y a l'IA d'un côté et de l'autre côté on aurait l'agilité. Pour nous, humains, on connaît la notion, et vous pouvez faire des recherches sur Internet, ça vous intéresse là-dessus, quand des personnes écrivent à la fois de la main droite et de la main gauche, on parle d'ambidextre. Ça vous parle à tous, cette notion-là? Aujourd'hui, on va parler d'organisation ambidextrie. C'est-à-dire c'est des organisations qui travaillent à la fois sur l'innovation, mais également sur leurs produits. Et aujourd'hui, c'est ce vers quoi on tend. On va partir sur des entreprises qui vont intégrer l'IA, mais qui vont continuer à bosser sur leurs propres produits. Et l'idée, c'est d'avoir donc suffisamment de gouvernance. Donc évidemment, et la keynote de clôture en parlera beaucoup, tout ce qui est lié autour de l'éthique, la gouvernance, l'environnement, les notions de RSE, comment l'IA s'intègre là-dedans. La complexité des systèmes que vous avez actuellement, on parlait souvent dans les refontes IT, comment on intégrait le legacy, comment on intégrait le SI existant. Là encore, c'est encore plus vrai avec l'IA, puisqu'on a un peu une certaine peur que certaines choses soient modifiées ou remplacées de la même manière qu'on les intègre. Et finalement, les trois meilleures pratiques qui ressortent globalement, encore une fois, indistinctement des secteurs et on va dire des régions sur la planète, c'est d'avoir une approche très itérative, très progressiste de l'IA. C'est-à-dire savoir finalement ce qu'on en attend.
Déjà avoir une intention. Vous utilisez l'IA pour en faire quoi? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui déjà, vous l'utilisez, mais quelquefois sans le savoir. Si vous utilisez aujourd'hui des GPS, notamment des outils de type Waze ou autre, en fait, lui-même, tout seul, il va vous reproposer des choses, que vous acceptez ou pas. Mais il le fait déjà. On va favoriser la collaboration interdisciplinaire. L'orientation, c'est d'arrêter d'avoir des équipes d'un côté digital, de l'autre côté data et des gens qui feraient de l'IA. C'est d'avoir des gens qui travaillent ensemble. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir de l'IA de qualité, il faut avoir de la data fiable. Aujourd'hui, un des risques majeurs, c'est la data qui n'est pas de bonne qualité. Et c'est les raisons pour lesquelles pas mal d'entreprises vont arrêter leurs investissements sur du développement de LLM parce que leur data n'est pas fiable en fait. Et à partir de là, l'apprentissage étant totalement erroné, les résultats ne sont pas bons. Enfin, investir dans une gouvernance de données solide et responsable, ce sera la keynote de clôture, donc je ne vais pas moi en parler plus que ça, mais vraiment l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure compréhension. Un indicateur que vous pouvez aller regarder qui est très intéressant au niveau européen, c'est quels sont finalement les travers ou les biais qui ont été générés autour du RGPD. RGPD, donc la protection de data. Avec l'avènement depuis 2 ans de l'IA, il y a une augmentation de 25% des dérives du RGPD. Parce que l'IA n'a pas été, on va dire, balisée pour respecter ces règles-là. Si par contre vous les intégrez dans votre gouvernance de départ, lui va les respecter. Vas-y, je t'en prie. Alors, pour terminer, et après je prendrai vos questions. Vas-y, je t'en prie. Donc, en fait, il y a 2 questions qui demeurent aujourd'hui que j'ai identifiées. Il y en a plus que ça, mais vraiment dans l'avenir de l'IA et dans l'environnement, dans l'agilité. Le premier, c'est comment les équipes agiles peuvent utiliser l'IA pour renforcer leurs capacités humaines sans les remplacer. C'est-à-dire comment je peux continuer à être un bon développeur, un bon testeur, un bon product owner, un bon scrum master, un bon coach agile, sans finalement perdre ce que je suis, mais en même temps en ayant cette fameuse augmentation en termes de qualité. Donc ça, c'est un des premiers sujets sur lesquels, alors pas mal se sont interrogés dessus. Il y a énormément de très bonnes vidéos. Hier, je ne sais pas s'il est là, mais je discutais avec Jean-Pierre Lambert. Il y a des très bonnes vidéos qui ont été faites là-dessus, hyper intéressantes. Et on voit qu'effectivement, il y a on va dire, il y a ce côté augmenté qu'on peut aller chercher. Après, à voir comment est-ce qu'on veut le faire pour à la fois ne pas être remplacé, mais surtout pour continuer à aller apporter ce que nous, on a, notre fibre humaine qui est intéressante. La deuxième question, c'est finalement, on a une stratégie qu'on va devoir adopter dans les entreprises pour équilibrer entre, d'un côté, l'innovation technologique, c'est à la mode, tout le monde travaille sur l'IA, il faut travailler sur l'IA, on l'a vu, que ce soit sur le machine learning, le deep learning, que ce soit sur les réseaux de neurones, mais comment tout ça, finalement, en respectant les valeurs agiles, mais on doit aussi s'adapter aux besoins de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont de plus en plus, on va dire, addicts finalement aux algorithmes. Si vous avez vous-même, vous êtes utilisateur, ou vous avez des ados autour de vous ou des personnes qui utilisent, que ce soit Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, ou même tout simplement YouTube ou même Netflix, tout ça est basé sur des algorithmes comportementaux. Donc, comment est-ce qu'on est capable de faire la part des choses? Donc, c'est les 2 grandes questions qu'aujourd'hui on gardera en tête et sur lesquelles il y a énormément donc, de sujets qui sont posés, beaucoup autour de la neuroscience, des sciences cognitives, donc de la théorie de la conscience par rapport à ces sujets. Voilà la présentation que je souhaitais vous faire. S'il y a des questions, à votre disposition. Après, il y a tellement de matière, je crois que je dois avoir 450 slides. Et le but, c'était pas forcément. Donc, par contre, si vous voulez des références, que ce soit sur Igniter, sur les différents co-signataires du manifeste, avec plaisir pour vous partager. Et là aussi, comme le disait Renaud hier, en fait, l'intérêt, c'est de mettre à disposition l'information. Aujourd'hui, les meilleurs LLM, je ne sais pas si vous avez une idée aussi, avant de prendre peut-être vos questions, quel est le coût d'un LLM? Combien ça pourrait coûter de mettre en place un LLM? Après, je vous donnerai un chiffre très intéressant d'un LLM open source qui a été produit à partir de 35 $ et qui est quasiment, peut-être pas aussi bon que ChatGPT, BART ou Gemini ou ce que vous voulez, mais pas forcément très très loin non plus. Et il est en open source. Je te le donnerai. Enfin, vraiment, tu tapes LLM open source 35 $, tu vas le trouver tout de suite puisqu'il est assez intéressant. Et notamment, le MIT a fait énormément de sujets. Oui, je t'en prie. Alors, je vais vous demander, pour ceux qui posent des questions, de l'exprimer à voix haute, forte. Et Stéphane, s'il te plaît, est-ce que tu pourras reprendre les questions? Oui, bien sûr. Pour que tout le monde puisse l'entendre également. Je te remercie. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais juste une question. Tu viens de parler de coût, mais il y a aussi le coût énergétique. Absolument. Alors, oui, il y a d'excellents. Alors, donc, la question était autour du coût et notamment le coût énergétique que l'on peut avoir aujourd'hui sur l'utilisation. Donc, aujourd'hui, c'est un des vrais sujets. Je ne vais pas dévoiler parce que Caroline, Pardon ? Plus sur l'entraînement que sur l'utilisation. Absolument, ouais. En fait, aujourd'hui, c'est plus sur l'entraînement que le coût est conséquent. Donc, alors,
Aujourd'hui, tu commences à avoir des chiffres. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a eu un très bon article du MIT qui est sorti dessus sur on avait un peu la même problématique avec l'arrivée des crypto-monnaies et notamment avec le minage des crypto-monnaies. Et en fait, on se rend compte que oui, c'est absolument conséquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un effort évidemment de lui donner de la matière, mais c'est surtout de retravailler sur les algorithmes. C'est-à-dire là aussi, pour ceux qui ont suivi la conférence hier de Renault, aujourd'hui, certains LLM ne sont pas capables de comprendre directement, de manière optimale pour nous, certaines informations. Donc, on est obligé de passer par plusieurs langages pour être capable de le comprendre. Donc, oui, le coût aujourd'hui est conséquent. Donc, il y a une rationalisation. Donc, au-delà de la qualité des datas dont je parlais, effectivement, le coût environnemental et la règle, tout simplement, le fait de respecter, alors, pour nous, la RSE, mais globalement au niveau de l'Europe, voire au niveau mondial, oui, c'est un des points les plus importants aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a une utilisation qu'on appellera raisonnée à mettre en place, que ce soit sur les données. C'est pour ça que plus la qualité des prompts, donc des questionnements sont précis, moins finalement ton outil, ton LLM a besoin de travailler. Mais lui, par contre, a besoin de beaucoup d'infos avec, je te dis, la limite auquel on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il a besoin de moins de data externe parce qu'en fait, il a créé des réseaux beaucoup plus intéressants pour lui-même s'entraîner, en fait. Donc, on arrive un peu, mais tout ça, c'est vraiment des sciences, justement, c'est vraiment la partie du deep learning. C'est des choses qu'on ne comprend pas forcément, c'est énormément de mathématiques. La couche machine learning, c'est des stats, c'est à peu près compréhensible, d'ailleurs, par tout le monde. Déjà, la partie liée au réseau de neurones ou la partie deep learning, c'est vraiment de l'IT, vraiment côté formule mathématique assez précise. Merci. Oui. J'aimerais retourner un peu la perspective. Je voulais savoir quel est l'impact, à ton avis, de cette valorisation de l'IA dans les entreprises sur la politique d'embauche et de formation dans les entreprises. Parce que l'humain va aussi se transformer, je pense. Absolument. Merci beaucoup. Donc, la question, c'est vraiment l'orientation et la manière dont les entreprises vont se réorienter par rapport à l'IA sur les embauches. Aujourd'hui, une majeure partie d'entreprises ont réduit, déjà, on va dire d'un point de vue économique, leurs embauches, mais ont intégré, comme il y a quelques années, on a intégré les notions de soft skills. On va intégrer effectivement la compatibilité à l'utilisation de tous ces outils. Aujourd'hui, les plus grands professeurs qui travaillent sur l'IA, notamment encore une fois au MIT, disent clairement que l'arrivée de l'IA, c'est exactement comme la révolution de l'arrivée de l'ordinateur. C'est-à-dire, on ne pouvait pas imaginer travailler sans l'ordinateur. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer travailler sans l'IA. Et il n'y a pas besoin d'avoir une espèce de fausse modestie en disant, bah oui, j'ai utilisé ChatGPT pour le faire. Ben oui, enfin, quand vous étiez au lycée, vous utilisiez une calculatrice pour calculer un logarithme népérien ou une intégrale et ça ne vous choquait pas. Ben, c'est un petit peu pareil. L'IA va encore une fois vous augmenter, mais si vous lui apportez rien, il y a une très bonne, et je vous invite à aller voir sur Internet la notion de garbage in, garbage out. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire si vous lui dites n'importe quoi, globalement, il vous ressortira n'importe quoi. Donc, il ne va pas inventer tout seul quelque chose de qualité. Donc, sur les politiques d'embauche, il y a aujourd'hui une grande tendance à savoir comment finalement la personne va s'intégrer dans des équipes qui utilisent potentiellement l'IA et quelles sont lui-même la manière dont il a pu appréhender. On avait ça aussi avec le métaverse pendant un moment donné, savoir comment les gens allaient travailler avec du métaverse. Moi, j'ai eu un client pour qui on avait commencé à mettre dans le cadre de certains PI planning à distance des outils de métaverse pour pouvoir le faire. C'était assez intéressant. Donc aujourd'hui, oui, il y a des plans de formation qui sont en cours et ça relance d'ailleurs énormément de choses puisqu'il y a énormément d'informations disponibles et il faut quand même aller à l'utilisation la plus pertinente. Donc là, typiquement, dans la présentation que je vous ai fait, le premier slide où je vous ai montré la big picture finalement de l'IA, le machine learning, les problématiques de réseaux neuronaux, c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est sur votre sujet précisément. Donc on va avoir surtout une spécificité dans les formations qu'on va être capable de donner. C'est plutôt ça qui est intéressant. Et pour moi, il va y avoir plutôt, on va dire, on va redessiner les périmètres des personnes. Et ça permet surtout, j'en ai un petit peu parlé, aujourd'hui, quand on utilise l'IA dans les entreprises, ça casse énormément les silos. D'où peut-être la résistance au changement. Si c'est... Oui, je t'en prie. Moi, j'ai une question un peu plus basique. C'est que je vois très bien comment on peut, un programme informatique, lui dire fais-moi ce programme ou dis-moi comment optimiser. Par contre, j'ai un peu de mal à voir au niveau, si on lui donne un tableau Jira, quels sont les exemples qu'on peut avoir pour améliorer notre façon de travailler sur le quotidien. Absolument. Alors là, encore une fois, ce qui est très intéressant, si tu veux faire un premier test et que tu n'as jamais utilisé, encore une fois, peu importe l'outil que tu utilises, Oui, la question, merci beaucoup. Donc la question, c'est comment, en mettant juste un tableau Jira dans un outil, il est capable de nous donner finalement un certain nombre de bonnes options qui feraient que ça changerait notre quotidien pour l'équipe. Donc véritablement de manière très pragmatique. En fait, ce qui est très intéressant, ce que tu peux faire, c'est prendre vraiment en fait une image
Jira, tout simplement le Kanban, Jira, peu importe, n'importe laquelle, et tu la donnes au LLM et tu lui dis tu en penses quoi? C'est même une image, même pas... Non, non, une image, même une mauvaise image. Lui, il va pas te dire que tu écris bien ou pas bien, il s'en fout en fait. Et même, il ne corrigera pas tes fautes d'orthographe. Au contraire, lui, il va le réécrire comme il faut. Après, si effectivement tu fais vraiment beaucoup d'efforts, il se dira. Mais donc, non, pas de souci. Donc, il va lui, en fait, te dire, il va te poser des questions. Et tu peux lui demander qu'est-ce que tu vois et quelles seraient les questions. Et lui, en fait, va t'orienter. Et il va te dire, ça ressemble à... Et il va dire, ça ressemble à un Kanban. Ou voire même, il aura peut-être trouvé le logo Jira dans un coin. Et en fait, il va trouver les informations. Ça, c'est la manière, on va dire, un peu la plus basique de lui présenter. Mais maintenant, si tu connais un peu les outils, toi, tu peux lui dire, je suis dans ce cadre-là, je vais te donner ce type d'informations, et ce que j'aimerais avoir, c'est ce type d'éléments de sortie. Donc, on est vraiment dans une vision de process. Et tu vas dire, moi, ce que j'aimerais savoir, par exemple, si tu lui montres juste un cumulative flow diagram ou un Kanban, notamment avec les WIP limits, tous ces sujets-là, lui, il va te dire, effectivement, là, je vois des difficultés, ou il va se poser des questions. Donc, en fait, tu peux avoir énormément d'informations, soit que tu connais déjà, ça va te conforter, ou surtout des choses à aller creuser que tu n'as pas forcément vues. Donc, plus tu vas l'alimenter sur, encore une fois, ton intention et ce que toi, tu voudrais avoir comme typologie de réponse, cette qualité de réponse, plus lui va te donner cette qualité de réponse. Mais on peut avoir quelque chose de tout à fait pertinent avec une image vraiment brute, où lui va te donner des options. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé sur les ateliers de résolution de problèmes. J'ai pris vraiment des captures écran, donc on le faisait sur Mural. J'ai pris des captures écran très basiques et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. 60% était intéressant. Il avait redécouvert le fishbone, tout ça, il avait vu qu'il y avait des problématiques et il a commencé d'ailleurs même à me les structurer. Il a commencé à faire des paquets, il a commencé à faire un certain nombre de choses. Et ensuite, moi, je l'ai alimenté. Je lui ai dit, chez Safe, un atelier de résolution de problèmes, c'est 6 étapes. Il y a une reformulation. Est-ce que tu trouves que la reformulation est pertinente? Est-ce qu'elle devrait être retravaillée? Et j'ai même fait le test donc chez un de nos clients où il voulait arrêter, c'est peut-être certains d'entre vous ont des clients qui travaillent avec Safe ou qui utilisent un peu Safe, ouais, quelques-uns, voilà, ou qui subissent Safe en fonction d'où vous êtes placé sur le whatever, on s'en fout. Nous, on avait un client et en fait, il veut pas faire il veut faire l'inspect and adapt, oui, parce qu'il voudrait quand même continuer à contrôler, faut pas déconner, mais l'atelier de résolution de problème, non, il n'y a rien à améliorer ou on s'en fout de ce qu'il y a à améliorer, de toute façon, on l'améliorera pas, donc ils n'avaient pas de sujet. Et moi, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai fait vraiment une discussion, j'ai fait un petit atelier de 15 minutes avec les Scrum Masters. Ils ont discuté, j'ai pris des notes et j'ai envoyé ça à ChatGPT, on va dire un peu amélioré puisque ça fait 2 ans que je l'utilise. Et je lui ai dit, propose-moi au travers de ces sujets, par rapport à ce cadre-là, dans ce type de structure, ce secteur, blabla, 3 idées d'amélioration qui te paraissent pertinentes. Je les ai proposées et les Scrum Masters ont pris les 3 sujets que je leur avais préconisés. Et j'avais déjà fait tout l'atelier, c'est-à-dire que j'avais des problèmes, j'avais positionné. Après, évidemment, je leur ai donné des idées. Le résultat de l'atelier de résolution de problème était différent de ce que j'avais fait. Enfin, en l'occurrence, il était de moins bonne qualité, qu'on ne va pas se mentir. Hein. Mais non, simplement parce que l'humain ne va pas générer 15 post-it globalement à la milliseconde. Et surtout, on n'a pas forcément, nous, notre cerveau qui va. Par contre, je trouve que c'est un outil très intéressant en termes de balisage. Moi, je l'utilise vraiment en termes de balisage, y compris dans les coachings pro. Voilà, si ça répond. Oui, je t'en prie. Moi, j'aimerais bien connaître ton recul et ton opinion. Donc, ce n'est pas une réponse que j'attends, mais plus une opinion sur l'appropriation de ce qui est produit. Je prends un cas d'exemple que tu as cité au début, c'est finalement en connexion avec cette notion d'augmentation, un atelier de génération de cas de test. Par exemple, un classique, c'est l'atelier des 3 amis. Absolument. On utilise ChatGPT ou autre pour générer des cas de test. J'ai aucun doute, et on a même des preuves sur le fait qu'on génère des choses de qualité et que c'est très performant. Par contre, on est davantage dans le siège du copilote, si je puis dire. Il y a copilote et copilote, voilà. Tout à fait. Et du coup, comment toi tu perçois cette mécanique, cette dynamique de fait de finalement devenir consommateur de choses et moins acteur de ce qui est produit? C'est une excellente question et les tests vraiment sont ultra révélateurs là-dessus. Donc je vais formuler, merci, ta question. Donc effectivement, c'est comment dans le cadre notamment des tests, on parlait de type les traces Avigos qui vont permettre de générer un certain nombre de cas de tests, comment finalement l'IA pourrait permettre de ne plus être juste copilote, mais être toujours acteur finalement par rapport à l'utilisation de l'IA. Ça revient vraiment sur la même chose, et je suis peut-être très provocateur quand je fais du coaching professionnel ou d'ailleurs ça m'est suffisamment remonté. Si tu veux avoir la bonne réponse, pose-moi la bonne question en fait.
Et si tu es passif face à l'IA, effectivement, c'est un copilote. Et sans, encore une fois, faire dire c'est bien ou c'est pas bien, il n'y a pas de jugement. Mais aujourd'hui, la majeure partie des entreprises qui ont essayé de générer du LLM, ils ont créé effectivement des copilotes qui ramènent des réponses que l'on pourrait avoir. En fait, si on était un peu moins feignant et qu'on faisait 4 recherches, alors je dis pas forcément d'aller dans l'Encyclopédia Universalis, hein, papier en plus. Mais imaginons qu'on fasse quelques recherches, on aurait tout. D'accord? Donc en fait, dans ce cas-là, c'est un accélérateur. On appellera ça un copilote, oui, c'est effectivement le copilote comme dans une voiture qui connaît déjà la route. Voilà. Mais il n'apporte pas pour moi de vraie valeur. La vraie valeur, c'est quand tu vas commencer toi à le challenger. C'est-à-dire que tu vas lui dire, voilà, moi déjà ce que je connais, c'est ça. En quoi tu peux m'apporter des choses différentes? Et sur les cas de testing, c'est ceux-là qui sont intéressants. Les premiers à avoir utilisé, alors on ne sait pas forcément, en plus avec Étienne, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, puisque dans le cadre de nos formations, on en parle beaucoup. Netflix a créé donc le fameux CowMonkey, d'accord? Et CowMonkey était basé déjà sur de l'IA. D'accord? Et en fait, ils avaient identifié quelles étaient ils avaient demandé à l'IA d'identifier des failles qui ne s'étaient jamais produites, donc il n'y avait aucune probabilité d'occurrence connue. Et c'est comme ça qu'ils ont créé CowMonkey. Et c'est vraiment ça, en fait, où c'est intéressant. Et sur le testing, mais comme pour les stories ou les critères d'acceptation, ce qui est intéressant dans l'utilisation de l'IA, c'est pas qu'ils te disent des choses que tu sais déjà. C'est qu'il aille finalement ouvrir des problématiques que tu ne connais pas. Notamment sur les infrastructures, sur on va dire justement des éléments qui vont être juste à côté, mais que tu n'auras pas forcément vu. Un des exemples que je fais souvent dans les meetings, quand j'interviens chez des clients, c'est que je vois la liste des gens qui vont être invités, et je demande au LLM, est-ce qu'il pense qu'il manque des participants? Et en général, on te dit, on est dans l'IT, hein, on est côté plutôt, on va dire, dev, bah, il te dit, bah ouais, ce serait bien d'inviter les architectes. Nous, on le sait que c'est bien d'inviter les architectes. Ou encore mieux, tu vas lui demander, par exemple, dans le cadre d'une réunion, c'est quoi finalement les bonnes questions à poser en amont? Ou ce serait quoi les questions? Et aujourd'hui, ce que l'on a, c'est vraiment cette capacité. Donc, c'est effectivement de passer d'un rôle passif, de consommateur, de l'IA, sachant que tout le monde aujourd'hui est consommateur l'IA, à un rôle actif. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu veux un peu challenger les algorithmes, hein, que ce soit Netflix ou que ce soit ce que tu veux, à une époque, il y avait la fameuse pub de Cadmerat qui disait « Ne donne pas tes codes canal ». Moi, je vous invite à donner vos codes Netflix pour que d'autres utilisent Netflix à votre place. Ça vous permettra de voir d'autres choses, en fait. D'accord? Parce que sinon, vous voyez toujours les mêmes choses, puisque lui, en plus, si vous répondez positivement à tel ou tel élément. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous avez d'autres éléments. Oui, je t'en prie. Alors, pareil, coaching professionnel, un sujet qui m'intéresse, notamment sur le feedback. Je ne sais pas si tu peux peut-être ajouter ou donner peut-être un exemple sur ça. Alors, en fait, sur le coaching professionnel, puisque ta question, c'est de savoir le feedback dessus. En fait, dans le coaching professionnel, il y a pour moi vraiment 3 types de coaching professionnel différents. Je parle bien que ce soit donc au niveau des entreprises, hein, on parle vraiment de la partie professionnelle. Il y a le coaching individuel que je vais mettre dans un coin, et ensuite il y a ce qu'on appelle le coaching d'équipe. Et là déjà, ne serait-ce que là-dessus, j'ai utilisé moi les LLM pour distinguer le coaching de groupe et le coaching d'équipe. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le même objectif. D'accord? C'est-à-dire quand on est dans un groupe, on n'a pas forcément besoin de partager le même objectif. Quand on est dans une équipe, c'est plus embêtant de ne pas partager le même objectif. Donc déjà, par rapport à ça, le LLM, moi, il me permet de savoir quelle est la bonne approche en termes de coaching. Parce qu'en fait, je vais confronter des approches de coaching que je ne connais pas forcément. Ou des nouvelles approches de coaching. Ou je vais intégrer également des bibliothèques d'informations que je n'ai pas forcément. Ou un livre que je trouve intéressant. Donc moi, je vais beaucoup utiliser en fait beaucoup plus d'informations. Ça va me servir en fait à la fois de boîte à outils et un petit peu de carré de sable pour tester des nouvelles choses. Donc aujourd'hui, dans le cadre du coaching, c'est plus une prise de recul ou une synthèse d'informations. Par exemple, si tu fais un atelier en coaching d'équipe, bah, tu vas capter beaucoup d'informations et en général, tu passes pas mal de temps à restructurer tout ça, mais encore avec une limite. Bah, la limite, c'est mon cerveau, c'est-à-dire nos biais en fait. Il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas envie d'appréhender ou d'aborder. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'entreprise a certaines limites ou qu'on ne pourrait pas. Donc, en fait, on peut lui proposer de nous donner, par exemple, des options ou des scénarios, y compris ceux que d'habitude, on ne met pas en place. Ou, par exemple, ceux qui seraient mis en place dans d'autres secteurs. Ou, et c'est pour cette raison qu'il y a un sujet qui est pour moi on va dire un faux débat, on en a beaucoup parlé, c'est qu'on coacherait différemment en fonction des cultures. Mais c'est absolument pas vrai. C'est un biais qu'on s'est construit. On parle à des humains.
Un humain, il est construit. Il a des éléments. Ben, si on touche les bons éléments de l'humain, qu'il soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie, l'humain, il va comprendre ce que tu lui dis. Par contre, c'est mieux de lui parler dans un langage qu'il comprend. Il faut néanmoins respecter les us et coutumes, tout ce que tu veux, mais ça reste un humain. Et un humain est à peu près basé sur les mêmes éléments. Et on le voit aujourd'hui, il y a énormément de travaux, justement, si ça t'intéresse là-dessus, sur les sciences cognitives, où on se rend compte que dès lors où on n'a pas de biais visuel, c'est-à-dire si la personne ne sait pas qui le coach, en fait, c'est absolument aucune différence et qu'il n'y a pas de notion d'aspect culturel à prendre en compte particulièrement. Après, c'est différent. Si toi, tu viens dans un pays, c'est autre chose, ou si tu parles la langue, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci.